Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur mes meilleures lectures de l'année 2023. Je vais commencer avec les livres que j'ai appréciés mais qui n'ont pas su retenir mon attention outre mesure, puis j'enchaînerai sur ceux qui ont vraiment marqué la lectrice que je suis. Je vais vous parler en premier lieu d'une lecture qui a été une surprise, qui était du nature writing et qui était donc Sauvagine de Gabrielle Fito-Shiba. Dans ce livre, on va rencontrer une femme qui est garde forestière au Canada et qui va trimer pour pouvoir conserver tout l'écosystème qu'elle chérit tant. On va découvrir à la fois le paysage qui l'entoure, on va découvrir ce qui la porte au quotidien, ce pourquoi elle est là, ce pourquoi elle est devenue garde forestière. Et à travers son parcours, on va rencontrer une autre femme dont elle aura trouvé le journal. On va faire sa connaissance, elle va la côtoyer à un instant. Il s'agit surtout d'un livre qui est un plaidoyer pour l'écoféminisme. Et sous ce prisme-là, j'ai énormément apprécié ma lecture. Le nature writing, c'est réellement l'un des registres d'écriture qui ne me touche pas, dans lequel je n'arrive pas à me plonger. Or, ici, ça a vraiment été une sublime découverte. Je le mets dans ce top tout simplement parce que je ne m'attendais réellement pas à ça. Deuxième livre dont je vous parle, il s'agit de Aussi riche que le roi de Abigail Assor, que j'ai également lu dans le cadre du prix Folio L. Dans ce livre, on va être plongé dans les années 90 à Casablanca. On va découvrir Sarah, qui est une jeune fille qui est encore au lycée, qui va côtoyer beaucoup de garçons et qui va se faire une place au sein d'un groupe d'amis. Ils vont parcourir la ville. Sarah, la personnage principale, c'est surtout une fille qui va essayer de plaire, qui va jouer de son attrait physique et qui va mener une réelle histoire d'amour avec Driss, l'un des jeunes hommes qu'elle va côtoyer. On va replonger en adolescence avec elle. C'est un livre qui m'a touchée par toutes les senteurs, tout le souk, toute l'atmosphère qui règne dans la ville. Et j'ai vraiment été emportée avec ces personnages, mais surtout avec tout ce qui émanait de ces rues, de ces endroits qu'on nous présente. Abigail Assor, c'est son premier roman. Et si elle continue à écrire des livres comme ça, je suis sûre de les acheter à la suite. Elle arrive à transmettre tellement de choses au niveau des paysages, des décors qu'elle nous décrit. Si vous avez vraiment envie de découvrir un nouveau pays, de nouvelles cultures avec une plume, je ne peux que vous conseiller de la lire. Ensuite, je vous parle d'un livre de la rentrée littéraire qui m'a réconciliée avec une autrice. Il s'agit de Western de Maria Pourchet. Dans ce livre, Maria Pourchet fait une réécriture du mythe de Don Juan. On va suivre Alexis, qui est un Don Juan à la fois sur scène et à la fois à la ville. C'est un homme qui ne vit que pour séduire les femmes. Il se joue de ce rôle, il brise les sentiments, la vie d'une jeune fille. On va réfléchir à l'après-MeToo, mais on va surtout découvrir des personnages détestables, autant les uns que les autres. Un jour, ce jeune homme, après moultes affaires tumultueuses à Paris, décide de se rendre en province. Et c'est là qu'il va rencontrer une femme qui est mère, qui est seule, qui a repris la demeure de sa mère. Ils vont faire connaissance, ils vont se côtoyer l'un et l'autre. Et c'est surtout la plume de Maria Pourchet que auparavant j'avais trouvé relativement vulgaire qui m'a étonnée. Les livres que je vous présente en début de cette vidéo, c'est surtout parce que ce sont de grosses surprises à mes yeux. Je ne m'attendais pas à les apprécier autant. Et là, Western a vraiment su mettre les mots justes là où il fallait, avec énormément de violence qui peut me déranger régulièrement quand je lis un livre. Mais là, elle a réussi à en mettre juste assez pour que je l'apprécie. C'est une plume qui est brute et qui parfois nous choque, mais qui pour autant réussit très bien à faire son travail. Une autre surprise pendant cette année, parce que je ne pensais pas la voir finir dans ce top, il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Alors Colleen Hoover, on la connaît surtout pour ses best-sellers qui s'appellent Jamais plus et À tout jamais. Mais cette année, je me suis dit que j'avais envie de m'essayer à un autre livre de cette autrice. Dans Verity, on va suivre une femme qui est autrice, mais qui a du mal à mener sa vie, qui a du mal à payer son loyer, qui doit s'occuper de sa mère, qui est mourante. Elle galère. Un jour, l'héroïne est appelée dans sa maison d'édition afin de reprendre la saga d'une autrice qui s'appelle Verity et qui fait des best-sellers. Verity est une femme qui a eu un accident de voiture et qui, de fait, ne peut plus écrire. L'héroïne va donc décider d'accepter l'offre qui lui est proposée et de se rendre dans cette demeure où sont regroupés tous les feuillets de Verity afin de terminer
cette série de livres qui se vend comme des petits pains. Et on va suivre cette femme dans cette maison très mystérieuse. On va être emporté dans cette histoire puisqu'elle va découvrir le journal intime, le journal d'écriture de Verity, et on va retracer toute la vie de cette femme à travers ses yeux, à travers sa propre lecture. J'ai adoré l'alternance entre les passages de l'intrigue et le journal. J'ai d'ailleurs préféré les passages où il s'agissait du journal de Verity. La fin m'a un petit peu déstabilisée et je pense que le livre aurait eu plus d'attrait si elle n'avait pas été là. Pour autant, j'ai tellement été estomaquée et tellement emportée par les pages que je ne pouvais que le mettre ici en termes de surprise annuelle. Je note tout de même que ce qui l'a fait baisser dans ce top, c'est les scènes de sexe qui m'ont freinée dans ma lecture. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé dans un vlog il y a très peu de temps, il me semble. Il s'agit de 1Q84 de Murakami. Dans ce top, je mets donc cette trilogie de Murakami que j'ai lue toute cette année. J'ai tout bonnement adoré. Dans ce livre, qui est une dystopie, on va suivre Anohame et Tengo. Et un jour, Anohame, qui est en retard à un rendez-vous très important pour le travail, va prendre un raccourci sous l'autoroute qui doit la conduire à son rendez-vous. En traversant dans ce passage souterrain, elle va se retrouver dans une autre dimension, dans la dimension 1Q84. Dans cette dimension, il y a deux lunes, une grosse, comme celle que l'on connaît, et une verte, petite et assez énigmatique. Et à travers cet univers qu'elle va découvrir, on va être entraîné dans une histoire de secte, de société parallèle, de relations amoureuses, de meurtres. C'est un roman qui emporte. Je n'avais qu'une envie, c'était tourner les pages pour découvrir si, oui ou non, Anohame et Tengo allaient réussir à se retrouver. Parce que l'histoire principale, au-delà de cette histoire de secte et de dimensions parallèles, c'est aussi une histoire d'amour. Et Murakami réussit à nous insérer multitude d'intrigues et j'ai trouvé ça brillant. Il arrive à mener tellement d'histoires en une seule que je lui dis chapeau bas. Le seul point que je puisse noter, c'est sa description des femmes qui m'a grandement dérangée. Il n'empêche que 1Q84, ça a quand même marqué mon année parce que il n'y a pas un tome que j'ai trouvé en dessous de l'autre. Une autre ambiance, je vous parle de Nos plus belles années de Clara Hérault. Clara Hérault, dans son livre, elle va nous parler de deux amies qui montent de Bordeaux vers Lille et qui vont entamer leurs études à Sciences Po. Et un jour, l'une d'entre elles va se faire violer et ça va impacter toute leur amitié. Dans ce livre, on va voir à quel point il est difficile de vivre avec un viol, à quel point il est difficile de croiser son agresseur régulièrement, à quel point il est difficile de garder le secret et à quel point il est aussi difficile de dire la vérité à ses proches. Dans ce livre, qui est également son premier roman, Clara Hérault réussit à nous donner tellement de justesse dans ce qu'elle nous montre. Je ne peux que vous inciter à lire ce livre qui est, de un, sublime par sa couverture, mais aussi très important dans ce qu'il a à dire. Ensuite, je ne vais pas trop changer de thématique puisque je vais vous parler de The Way I Used to Be de Amber Smith, que j'ai eu l'occasion d'écouter sur Nextory. Nextory, comme d'habitude, vous aurez un lien qui vous permettra d'avoir 45 jours offerts sur la plateforme et vous pourrez vous-même écouter The Way I Used to Be ou un autre livre puisque vous aurez la possibilité d'écouter un livre audio ou plusieurs pendant 15 heures par mois. Dans The Way I Used to Be, on va suivre une fille qui s'appelle Eden, qui au début est en 3e et qui va se faire violer par le meilleur ami de son frère. Ça va tellement impacter sa vie que du jour au lendemain, elle va changer. C'est-à-dire qu'au début du livre, elle est l'archétype de la girl next door, avec des lunettes, qui joue dans l'orchestre du collège, qui est pas très populaire, et elle va se faire un relooking. Elle va donc capter l'attention de plus de personnes, et notamment plus de garçons. Et suite à ça, elle va créer des relations avec beaucoup de garçons, notamment avec un, mais elle va vouloir que ces relations ne reposent que sur le sexe. Elle va de fait coucher avec beaucoup de garçons, et elle va être vue comme la traînée du lycée. On va la suivre donc de sa 3e jusqu'à sa terminale, si je ne m'abuse, et on va voir à quel point ce viol a impacté sa vie, encore une fois. J'ai été happée par mon écoute. J'ai été tellement touchée par ce qui m'a été donné. Ce livre, il montre à quel point le viol a une importance capitale et à quel point il impacte la vie que vous aurez ensuite. Surtout quand ça arrive à l'adolescence et en enfance, mais ça j'y reviendrai plus tard avec un autre livre. Sachant que c'était un phénomène TikTok, je pensais pas que ça avait autant de messages à délivrer. D'autant plus que lorsque je me suis lancée dedans, je ne savais pas réellement de quoi il s'agissait.
et j'ai été bouche bée. Ensuite, sur une note plus joyeuse, je vous parle de la Société secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Dans ce livre, on va suivre une sorcière qui fait des vidéos sur internet, mais on ne croit pas qu'elle est réellement sorcière, on croit qu'elle ne fait que jouer. Cependant, certaines personnes arrivent à se rendre compte qu'il s'agit réellement de quelqu'un qui a des pouvoirs magiques. Ils vont lui envoyer un mail en lui demandant si elle veut bien devenir institutrice, formatrice pour 3 petites sorcières. Plutôt étonnée, elle va tout de même se rendre à ce rendez-vous et elle va accepter le poste. Et on va suivre cette sorcière qui va enseigner la magie à 3 petites élèves absolument adorables. On va avoir la vision de cette petite maison au fond des bois, cachée, avec une famille qui va se réinventer avec tous les habitants de cette maisonnée. On va être attaché à chacun des personnages parce qu'ils sont sympathiques et j'ai adoré ce moment. Je me suis blottie dans ce livre. Il n'y a pas d'autre image. C'était un livre tellement agréable à lire, tellement doux. Ça a été le moment de réconfort de l'automne et je ne peux que vous inciter à le lire si vous avez besoin vous-même de vous réconforter, notamment avec l'actualité. On va retourner dans un livre qui est beaucoup moins cosy puisque je vais vous parler de Karou de Steve Techish. Dans Karou, on va suivre donc le personnage principal qui s'appelle Saul Karou, qui est un homme absolument détestable, qu'on rencontre à New York et qui est un alcoolique de première, qui est misanthrope, qui se croit supérieur à tous, qui est également script doctor, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'il prend tous les scénarios qui ne sont pas assez bons pour être transposés à l'écran et qu'il va les réécrire. On le rencontre dans une soirée mondaine et il doit s'occuper de son fils le soir. Il doit le garder puisqu'il est séparé de son ancienne femme. Et parce qu'il n'en a pas envie, il va essayer de se trouver la première fille venue afin de la ramener chez lui et d'avoir une excuse pour ne pas le garder. Donc on est planté avec un personnage détestable au possible. C'est peut-être le personnage le plus détestable que j'ai rencontré dans tous les livres que j'ai lus, mais il va essayer de se repentir. Et on va parcourir l'Amérique avec lui. Il va rencontrer des personnes, notamment une femme. Il va essayer de voir à quel point il peut repuiser de l'humanité au sein de sa propre vie. À travers ce livre, le romancier va aussi nous décrire tous les problèmes qui peuvent venir aux États-Unis, qui peuvent survenir, notamment au niveau de la santé. C'est très satirique quant au service de santé aux États-Unis. C'est un livre qui montre à quel point l'être humain est vil et c'est un livre qui nous emporte tout autant. Je n'ai pas envie de vous en dire plus ici, mais c'est un livre qui est très impactant, je trouve. Je ne peux que vous le conseiller, notamment si vous aimez l'univers du cinéma. Là, vous allez être plongé au cœur de l'écriture scénaristique et en même temps, vous allez découvrir tout ce que les États-Unis ont pu faire de pire. Ce livre, je le note aussi ici et je sais qu'elle passera par là, mais c'est une amie à moi qui me l'a conseillé il y a fort longtemps puisque c'était à ma sortie du lycée et je ne l'ai lu que cette année et après l'avoir lu je me suis dit mais pourquoi j'ai autant attendu. Ensuite je vous parle d'amour en vous parlant de Lettre à D de André Gorz. Ce livre qui fait moins de 100 pages est en fait une lettre d'amour de André Gorz à sa femme qui vient tout juste de mourir. Il va revenir sur toute leur relation, on va voir à quel point ces deux personnes n'ont vécu que l'un pour l'autre, à quel point ils étaient dévoués à leur amour, à leur art et à quel point ils se sont nourris intellectuellement, humainement parlant, tout au long de leur existence. André Gorz s'est tué peu de temps après la perte de sa femme et ça donne d'autant plus d'ampleur au livre. C'est absolument sublime, la plume fait tellement, c'est écrit d'une manière tellement poétique, tellement pure que on est emporté, on ne peut rêver que d'avoir une dévotion pareille à mener dans sa vie. On arrive au top 5 et je vais vous parler de Triste Tigre de Nashino. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un long résumé de son livre. C'est donc un livre qui a gagné le prix Femina et le Goncourt des lycéens cette année à la rentrée littéraire. Je vous en ai également fait un vlog que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos. Nashino, dans ce livre qui est un témoignage, elle va nous dépeindre les agressions sexuelles et incestueuses que son beau-père lui a fait subir de son enfance à son adolescence. En 2 parties, 2 grandes parties, elle va déployer tout ce qu'elle a pu penser, tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu ressentir sur divers aspects. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que Nashino, bien qu'elle soit victime, ne nous demande pas de prendre pitié pour elle. Elle nous demande de nous mettre à la place de l'agresseur. Ce que j'ai trouvé perturbant et intéressant, surtout venant de quelqu'un qui a dû subir
toute cette violence, elle va reprendre beaucoup d'éléments de la littérature pour nous montrer à quel point c'est normalisé. On va suivre à la fois le procès, on va suivre la vie de son beau-père après les agressions et après le divorce avec sa mère, comment elle a vécu le regard de ses proches après la révélation de ces viols, de cet inceste. Elle nous a donné quelque chose de tellement dur à lire et tellement important que je ne pouvais que la mettre ici et dans une place bien haute parce que c'est un livre duquel, à mon sens, on sort pas indemne. Ensuite, même thématique, en 4e place, il s'agit de Tout ce que dit Manon est vrai, de Manon Fargetto. On va donc suivre Manon, qui est une lycéenne et qui est passionnée de dessin, d'illustration. Elle a un projet de BD. Et à travers divers échanges de mails et de SMS, on va voir sa relation avec un homme qui est dans les hautes sphères de la bande dessinée, de l'édition de bande dessinée, qui a 50 ans. Et cet homme ne recherche pas les mêmes choses que Manon. Manon pense que cet homme n'a que de l'affection envers elle, mais lui cherche une relation beaucoup plus charnelle. La mère de Manon va régner dans ce livre en lui mettant des warnings par rapport à cet individu qui est néfaste pour elle. Et on va voir à quel point elle a de la fougue pour essayer de mener cette relation à bien, alors qu'elle est totalement délétère. On va voir à quel point cet homme va exercer de la pression sur elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Et on va voir à quel point plus tard ça l'aura forgé. Ça révèle à la fois beaucoup du milieu de l'édition, de ce qui peut s'y passer, et dans n'importe quel cadre professionnel à vrai dire. Et ça révèle aussi à quel point les adultes peuvent avoir de l'influence sur les enfants et les adolescents. Il y a vraiment une relation de domination et de supériorité de la part de cet adulte sur cette adolescente. Au-delà du sujet qui est donné et qui est toujours un sujet qui m'intéresse, comme vous pouvez le remarquer dans ce top, Manon Fargetto, elle a réussi à nous mettre énormément de rythme dans son récit. Je pense aussi qu'elle délivre beaucoup de choses qu'elle a pu vivre, à mon avis, ou voir, du moins, dans le milieu de l'édition. Et elle aborde son sujet d'une manière à ne pas choquer son lecteur. Je trouve qu'elle l'a fait avec énormément d'attention. Ensuite, nous arrivons dans le top 3. Et en 3e position, je vous parle de la duologie de Becky Chambers qui s'appelle Une histoire de moine et de robots. Dans ce livre, on va suivre Omphale et Frère Dex. Frère Dex est moine de thé. Il va donc se rendre chez diverses personnes afin de leur donner un thé pour les réconforter, pour substanter leurs besoins. Et en quittant la ville dans laquelle il a toujours résidé, il va mener une quête plus ou moins initiatique. À travers cette quête, il va découvrir Omphale qui est un robot et tous les deux vont essayer de répondre à la question de quoi les gens ont-ils besoin. Ça va à la fois évoquer les aspects de surtechnologie de notre société, à quel point les individus se sont détachés de la technologie qui les a plus ou moins dépassés puisque les robots arrivent à vivre sans eux. Ça va dénoncer aussi tous les travers écologiques et tout l'aspect d'industrialisation qu'il y a dans nos sociétés. Ça va nous décrire la nature humaine dans ce qu'il y a de plus pur et dans ce qu'il y a de plus pur dans les relations. Ça va aussi nous évoquer les identités de genre, puisque Omphale et Frère Dex sont des personnes qui sont non-genrées. Becky Chambers, elle nous donne un récit initiatique à travers cette utopie. On va voir une société futuriste qui n'est pas en train de se déliter. Et on va voir deux personnages qui vont essayer de mener à bien les relations qu'ils vont entretenir et qu'ils vont construire ensemble. On va voir deux personnes qui vont mener leur barque ensemble et qui vont créer un lien indéfectible. La fin est extrêmement belle, tout simplement parce qu'elle est simple. Et que le message qui nous est délivré est simplement que la simplicité de la vie nous suffit. Quoi qu'il en soit, je ne peux que vous inciter à lire cette duologie qui m'a totalement emportée avec elle. En seconde position, il s'agit de Babel, de R.F. Kuang. Dans ce livre, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Robin Swift. Et ce garçon est donc cantonais. Un jour, il va perdre ses parents et un de ses professeurs va lui proposer de l'emmener avec lui en Angleterre afin qu'il puisse suivre des cours et intégrer l'université qui se trouve à Oxford et qui s'appelle Babel. Dans cette université, on forme les traducteurs de demain. La particularité de cette université, c'est aussi que chacun des termes qui seront traduits seront inscrits sur des barres de fer. À travers cette histoire, on va suivre Robin qui va faire
beaucoup de choses et qui va construire énormément d'amitié. Il va rencontrer beaucoup d'individus qui viennent de partout dans le monde, mais R.F. Kuang, à travers ce récit, elle va à la fois parler de différences de classe, mais aussi de racisme, de domination occidentale. Elle va parler de traduction, et c'est l'un des aspects qui m'a le plus plu dans ce livre. Elle va revenir sur des faits réels, et elle va les mélanger avec le fantastique. C'est toute une épopée qu'on va vivre avec eux. On va être totalement immergé dans cette institution. On va à la fois avoir du combat, on va avoir cette notion entre conviction et élite. Je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous en dire, si ce n'est que c'est extrêmement bien écrit et que les 800 pages ne se sentent pas, à mon sens. Et enfin, le premier. Il s'agit de Martin Eden de Jack London. Dans ce livre, on va suivre Martin Eden, qui est un homme de basse extraction. Un jour, il va rencontrer Ruth, qui est une fille de bonne famille, très éduquée, très lettrée. Et pour pouvoir être à la hauteur de celle qu'il convoite, il décide de s'instruire, de lire, d'apprendre. Il va se combler par les livres, par les sciences, par la littérature, par la philosophie et par tous les courants de pensée qu'il va pouvoir rencontrer. Et il va surpasser sa classe. Il va dépasser le labeur dans lequel il a toujours été. Il va découvrir beaucoup plus que ce à quoi il aurait songé. Et il va se mettre à écrire. Il va devenir un grand écrivain. Et ça va être la gloire et la déchéance d'un être. C'est absolument sublime. Jack London nous emporte avec lui. On va voguer avec lui sur les flots de cette vie, de ce personnage. On va croire en l'amour avec lui, mais on va aussi voir à quel point cet amour est parfois factice. Ce livre m'a totalement emporté avec lui. Je n'ai qu'une envie à l'heure actuelle, c'est le relire, tellement les phrases sont belles, tellement l'intrigue est bien menée. J'ai même plus les mots pour vous en parler, tellement c'est un livre qui m'a touchée en plein cœur. C'est à la fois une ode à la littérature, à l'amour, à la vie, à ce dépassement de sa classe. C'est un être que je chéris. Donc, vraiment, lisez Martin Eden. J'en ai terminé avec ce top. Je vais vous laisser ici, puisque ma caméra ne va pas tarder à s'éteindre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous aurez passé de superbes moments, que vous soyez accompagnés ou non. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.